Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Salut Quentin. Salut Arnaud, Je suis ravi de t'accueillir. En plus, de je vois même. que t'es hyper bien équipé. Ça va être trop bien. Du bon son, de la belle vidéo. Je suis trop content. Est-ce que tu peux nous pitcher ta boîte en 20 secondes, qu'on ait le contexte de dans quel marché tu évolues, qu'est-ce qui va intéresser les investisseurs, et après on n'en parlera plus du tout. Carrément, avec plaisir. Alors, moi, je suis le cofondateur d'Hugo. Hugo, c'est une startup qui édite un logiciel intelligent tout en un à destination des commerces de proximité. Donc, l'idée, c'est d'avoir toutes les fonctions qui permettent de digitaliser un commerce de proximité, site internet, click and collect, prise de commande, livraison, gestion des avis, gestion de la base de données clients, voilà, qui sont aujourd'hui transverses à des petits commerçants de moins de 5 salariés et qui sont très, très mal adressés par ces solutions-là. Ok. Commerce de proximité, c'est genre. Moi en plus j'habite dans la campagne, tu vois. Donc c'est des. Par exemple, la petite supérette qu'il y a dans mon village, ça c'est un commerce de proximité. Alors, un commerce de proximité, qu'est-ce que c'est? C'est un restaurant qui ne fait pas partie d'une chaîne. Ça va être le kebabier du coin, ça va être le salon de coiffure, ça va être la beauté, le fleuriste, le boucher, qui se soit du coup en rural en effet ou en cœur de ville, hein, puisqu'aujourd'hui il y a Ok. quand même encore des commerces en cœur de ville. Et toi, du coup, tu leur apportes toute la suite logicielle pour avoir un site internet, faire du click and collect, gérer leurs avis clients, enfin, tout ce qu'ils savent pas faire, en fait. Voilà, tout ce qu'ils savent pas faire avec une grosse composante d'intelligence artificielle, puisque nous on voulait proposer un logiciel qui soit finalement peu cher, donc qui commence à 19,99 et qui finit à 100 € par mois. Et donc pour atteindre tout ça avec de l'accompagnement pour cette typologie de clientèle, il fallait qu'on intègre de l'IA dès la conception du logiciel. Et donc nous, par exemple, on travaille avec des boîtes comme OpenAI qui sont aujourd'hui plus que reconnues, puisqu'on parle plus que de ça, c'est même devenu putaclic. Mais voilà, C'est aujourd'hui, clair. nous, on travaille avec OpenAI depuis 2022, Je crois début que c'est 2022. fini depuis 2022, ah ouais, juste vraiment avant que ça soit famous, quoi. Je crois que c'est fini, là, la vague IA, là, elle est chez les VC, elle a peut-être voir encore quelques gros trucs passer, mais j'ai l'impression que la tendance, là, on attend des preuves. Tu vois, les VC, maintenant, je pense qu'ils attendent Ouais, ouais, de on la est vraie vachement traction. aux US, elle est finie. En France, elle ne fait que commencer. On a toujours un petit Ah décalage, ouais? je trouve, par rapport aux US. Là, les US, maintenant, c'est plutôt les grands groupes. J'ai fait une conférence il y a pas très longtemps sur ça, mais c'est plutôt les grands groupes qui commencent à se dire, OK, bah, les startups ont réussi, donc nous, il faut qu'on y arrive. Donc, tu as du GAFA qui commence à mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, si tu regardes, tu as Google Bard, qui est quand même arrivé vachement plus tard que Mm. ChatGPT, parce que justement, Google avait du retard et maintenant, ils sont juste challengés par des outsiders qui sont finalement des petites startups devenus ultra millionnaires d'un coup, hein, parce qu'on a des investissements massifs, notamment chez OpenAI avec Microsoft, mais c'est clairement encore la vibe pour, à mon avis, 12 à 18 mois. Ok. Donc toi, t'es pas dans le space de l'IA. C'est un outil que tu utilises pour ton marché, mais Plusieurs outils, ouais. Et on a c'est pas. également aussi nos algorithmes d'IA dans Hugo. Par exemple, un algorithme qui crée un site de bout en bout, en IA, ça n'existe pas. Donc, il a fallu qu'on le crée, quoi, pour le coup, celui-là, Ok. à 100%. Il s'appuie sur d'autres IA aussi, mais on l'a créé. Trop bien. J'ai la petite sensation que c'est pas ta première boîte. Comment tu sais? Déjà, j'ai l'impression que tu es plus passionné que moi par la levée de fonds, ou alors peut-être quasiment autant. Et la manière dont t'en parles et dont ça t'intéresse, j'ai le sentiment, j'ai même pas regardé ton profil LinkedIn en détail, mais j'ai le sentiment que tu as déjà monté des boîtes avant, c'est vrai? Alors ouais, c'est vrai, tout à fait. Ma première boîte, je l'ai montée que j'étais mineur. D'ailleurs, c'était pas une boîte, c'était à l'époque une junior association parce qu'il fallait se structurer. Donc j'ai eu mon premier chéquier à 12 ans et j'ai monté une web radio. Donc c'était un mix entre l'animation, Ok. animer des émissions et derrière le web. Donc il fallait avoir double compétence, le numérique et cette partie animation. Et c'est voilà, 12 ans. Après, à 18 ans, j'ai monté une agence digitale puisque la web radio c'était terminé. Il y a eu Deezer, Spotify qui sont arrivés, donc c'était ciao. C'est le Et podcast. et du coup, bah voilà, une agence digitale parce que finalement, moi, c'était mon dada carrément. Le numérique, j'ai un petit peu abandonné le côté animation, mais c'est pas grave. Finalement, je m'animais en discutant juste avec mes clients. Et au-delà de ça, en parallèle de mon agence digitale, on était en train de créer un outil qui s'appelait la carte à gratter. Donc, c'était une petite carte à gratter numérique que tu recevais par SMS, tu grattais, tu gagnais un lot, quoi, comme ce qu'on avait à Intermarché à Ok. l'époque, voilà, tout simplement. Et ce produit-là, en fait, au début, je voulais le commercialiser pour des petits commerçants.
Et finalement, non, c'est les grands groupes qui me l'ont acheté en Classique. masse pour inviter leur réseau de distribution. Et j'ai revendu ce produit en 2016. J'ai pris un petit peu de l'argent que j'avais quand j'ai revendu pour devenir à mon tour business angel dans une boîte qui faisait de la VR sur Montpellier. Et puis après cette aventure de business angel slash salarié, parce que j'étais aussi au board, membre Ok. actif de la boîte. Cofondateur, quoi. Moi, pas cofondateur, j'avais Enfin, partenaire. franchement, Enfin, t'es associé, quoi. T'as pris des parts et tu t'es investi. voilà, tout à fait. Après ça, ça a mal passé dans l'actionnariat de la boîte. Donc chacun, voilà, la boîte a implosé. Et ce sont des choses qui arrivent. Et du coup, plus d'attache à Montpellier. Et là, j'ai pris mes petites valises juste un petit peu avant le Covid. Et je suis parti dans plein milieu de la campagne de ligérienne, du coup, à 1 heure de Clermont-Ferrand, 1 heure de Lyon, 1 heure de Saint-Étienne, un petit village qui s'appelle Cherrier, dans la Loire. Ok, j'avais entendu nigérienne, j'étais là. Ok, ok. À côté de Clermont. Ok. Donc, un repeat entrepreneur avec un peu de track record. Pourquoi je te pose ces questions? Parce que tu imagines bien que c'est important pour des investisseurs quand tu vas faire une levée de fonds. Mm. Vous venez de closer une levée de fonds de 504 000 ou 40 000, tu m'avais dit, je me souviens plus. Ouais, 2 millions d'euros, on va arrondir. Moi, j'aime bien Un le. demi-million d'euros. Ok. Euh, avant qu'on parle de comment tu as trouvé cet argent, j'aimerais Bien bien sûr. qu'on refasse, je fais ça à chaque fois, moi je trouve que ça m'aide beaucoup et je pense que ça aide beaucoup l'auditoire, l'histoire de Hugo, tu vois. Quand est-ce que ça a démarré et quand est-ce que tu as levé des fonds? Parce que si tu jouais déjà en 2022 avec OpenAI, ça veut dire que la boîte, ça, c'est pas, enfin, elle a quelques années déjà. Donc tu l'as créée quand Tout. cette boîte? Donc, on l'a créé en janvier 2021 avec ma compagne Amandine, qui est également ma cofondatrice, du coup, aujourd'hui. Janvier 2021, on n'avait pas de produit. On avait juste un petit POC que j'avais fait, du coup, avant d'immatriculer la boîte. Et on avait en salarié qu'elle et moi. Ok. Et quand est-ce que c'est quand que vous avez eu vos premiers clients? Comment t'as vécu de janvier 2021 à maintenant où tu fais ta levée de fonds? Alors, comment on a vécu? Au tout début, du coup, moi, je me suis rapproché des financements sur Prêt d'honneur. Donc, du coup, on a eu un super financement Prêt d'honneur par Initiative Loire. Ok. Qui nous a permis d'aller chercher quasiment 100 000 euros à la création de la boîte. Prêt d'honneur, Derrière, excuse-moi, prêt d'honneur, tu peux rappeler pour nos auditeurs qu'est-ce que ouais. c'est et en quoi ça t'engage, comment ça marche? Alors, un prêt d'honneur, c'est une des structures d'accompagnement. Donc, il y en a 2 principales en France, c'est Initiative France et Réseau Entreprendre, qui vont venir à toi, entrepreneur, te faire un petit chécos de prêt. Ouais, c'est un prêt, hein, c'est pas une sub. Donc ce prêt, il te permet de créer et d'organiser ton capital. Et donc c'est un prêt que tu rembourses à taux zéro. Et donc un prêt d'honneur également où tu n'es pas garanti dessus. Donc si jamais la boîte malheureusement est un échec, bah, tu n'as pas à rembourser tes échéances. C'est donc BPI qui en général souvent est garant de ce genre de prêt. Sacré coup de boost quand même pour démarrer. Sacré coup de boost, ouais. Donc t'es allé chercher ça la première année, dès 2021. J'imagine que ça vous a servi à vous payer ou vous avez utilisé l'argent comment? Alors, on a utilisé l'argent en effet en recrutant une petite équipe au début. On savait déjà qu'on devait refaire une levée de fonds quelques mois suivants, donc on avait déjà aussi anticipé une levée de fonds. Donc, en 2021, on avait fait une levée de fonds de 140 plus, non, 300 000 euros, pardon. Ok. Avec des Une business levée de fonds. angels? Alors, j'avais ma holding qui a participé, j'avais mes premiers clients à qui on avait présenté le PowerPoint, qui nous a dit mais c'est Ok. génial, on veut venir. Donc sur le tour de table en capital pur, on avait à peu près 100 000 euros et tout le reste c'était après de l'intervention BPI en sub et en prêt et notre banque Ok. aussi historique. Donc sur ces 100 000 balles, il y avait 40 000 de ma holding et tout le reste, c'était des commerçants qui étaient intéressés pour participer au Génial. projet ouais, dedans, il y a ma sœur aussi qui est venue. Ok, mais ça c'est bien, j'aime bien. Du coup, ça montre aussi, tu vois, le meilleur argent finalement, c'est toujours les clients, que ce soit quand ils achètent ta solution ou quand ils investissent. Tes clients, c'est toujours c'est ceux qui croient le plus en ton projet, quoi. C'est des Carrément. fanatiques, quoi. C'est peut-être pas des business angels pro, ils ont sûrement aucun réseau et ils vont pas t'aider à trouver tes prochains investisseurs, mais en tout cas, ils y croient à fond et ils sont encore plus engagés pour t'aider derrière, j'imagine.
Bah, ils y croient parce que, voilà, c'est les premiers usagers, hein. Je veux dire un des investisseurs, c'est le client, numéro uno d'Hugo, donc c'est juste génial, quoi. Je veux dire, tu peux pas avoir meilleur vendeur que de dire que tes clients Mmh. soient ton capital. Quand tu fais de la levée de fonds, je trouve que c'est génial. Donc tu as récupéré en gros 400 000 € la première année, si je comprends bien, entre le prêt Voilà. d'honneur, Business Angel, BPI et tout ça. Et ça t'a fait tenir jusqu'à cette levée de 500 000, c'est ça? Alors, oui et non. J'aurais tendance à dire parce que nous, on a connu une année 2022 malheureusement qui n'était pas favorable et ça tombe bien qu'aujourd'hui on se parle. Ça va me permettre un petit peu, bah, de montrer que c'est pas toujours rose, une levée de fonds. C'est d'ailleurs, très peu souvent rose et voilà, C'est ce dur. sont des épreuves, c'est dur, c'est pas quelque chose, qui se fait du jour au lendemain et donc on savait ça nous permettait d'avoir du cash à peu près jusqu'à mai 2022. Normalement, on OK. aurait dû couler en mai 2022 si on n'avait pas retrouvé du cash. OK. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Alors plusieurs choses. La première, on avait un gros soutien à l'époque pendant le Covid, pour nos commerçants puisqu'ils avaient financé finalement des par notre région Auvergne-Rhône-Alpes, ils avaient des subventions pour s'équiper de solutions comme la nôtre OK. et en Ça fait, c'est bien à savoir ça. ouais, c'était bien à savoir et donc nous, on avait commencé à construire le produit en 2021. On avait une bêta, voire même plutôt une alpha en septembre 2021 et le but, c'est on devait commercialiser pendant, quasiment, 12 mois, grâce à la subvention. Donc en fait, tu allais voir des commerçants, tu leur disais: «Beh, je te vends ma solution». En fait, elle coûte 0 parce que elle est financée par de la sub et en fait, on a appris du jour au lendemain que la sub s'arrêtait finalement 1 an, rétroactivement et qu'ils ne traiteraient plus de dossiers après, septembre 2021. Donc on s'est retrouvé là en mode: «Putain, on a 1 mois, on a du 1er au 21 septembre pour aller chercher un maximum de clients et aller chercher du cash». Donc c'est ce qu'on a fait, on est parti, j'ai pris ma petite voiture, à ce moment-là, on venait d'avoir un commercial qui venait d'arriver, donc on a fait un max, tous les 2, de toquage de porte en leur disant: «Vite, allez-y parce que bien après c'est terminé» et donc voilà Le stress. notre première confrontation, à des problèmes, voilà, où, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, on peut pas, voilà, tout choisir donc ça nous a un petit peu modifié le business plan, comment te dire? Tu m'étonnes. Et du coup, après ça, tu as quand même réussi à vendre là en octobre, novembre, décembre? Et bien après oui, voilà, on a réussi à vendre, mais là où on prenait des fois 1, 2 ans d'abonnement d'avance, du coup, on Ah oui. prenait vraiment, du mois par mois puisque nous, Hugo, c'est un logiciel qui est sans engagement, donc on n'engage pas les gens. Moi, j'ai toujours dit que j'aimais pas mettre les menottes aux gens. Je l'aimais pas à ma femme, alors je vois pas pourquoi je les mettrais aux commerçants. Mais au-delà de ça, si un commerçant, il est satisfait de ton produit, bah, il y reste en fait, tout simplement. Ah, moi, je partage cette philo à 100%. J'adore le sans engagement. J'ai horreur. Je donne un petit message à tous les sas là. Vous me cassez les couilles avec vos abonnements annuels. J'en ai marre. Je ne veux pas d'abonnement annuel. Je m'en fous de payer 2 fois plus. Si jamais je veux pouvoir arrêter, je veux pouvoir arrêter du jour au lendemain. Les abonnements annuels, je trouve que c'est une angoisse permanente. Laissez les mensuels. Si votre produit il est bien, on part pas. Et si on part, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui manque ou. Mais tu vois, genre, enfin bref. Moi, je suis bien un gros consommateur de ça. OK, donc tu aurais dû mourir en mai 2022. Ouais, j'aurais dû Tu mourir en mai 2022, donc juste après qu'on ait eu cette, petit problème qui revoit un petit peu tout notre business plan, ben, on se remet quand même à aller sur le marché parce qu'on se dit: «Bon, ben là, en fait, on a fait le plus facile, pendant 20 jours, on a vendu notre produit à, une trentaine de commerçants, mais en fait, on a vendu du gratuit donc maintenant, on va aller faire le plus compliqué, on va aller tester quand même le marché pour voir si on arrive à le vendre, voilà, mois par mois». Et là, bingo, ça fonctionne toujours. On arrive quand même à le vendre et donc on trop bien. commence par la ville la plus proche de chez nous qui est Roanne. Donc on va faire toc toc à des commerçants. OK, voilà, on les onboard. On avait un produit qui était toujours en alpha, hein. Donc il y avait plein de features qu'on vendait qui étaient pas encore présentes dans le logiciel. Donc il fallait qu'en plus de ça, moi qui gère aussi toute la partie technique chez Hugo, il fallait qu'on puisse bien maîtriser à la fois la commercialisation et le développement du produit. Donc ça a très bien fonctionné pendant plusieurs mois et donc là, on sait que, on doit absolument lever des fonds parce que, OK, on arrive à rentrer en 2-3 trucs. Alors on a une sub qui est arrivée comme ça, qui nous a un petit peu, donné un petit coup de boost, mais on a été lauréat French Tech Tremplin. Donc ça nous a permis d'avoir une sub de, 42 000 € supplémentaires à ce moment-là, ça fait du bien. À ces moments-là, c'est précieux, hein. Quelques C'est dizaines de ultra milliers précieux. d'euros, ça change tout. Donc voilà, début 2022, on a ça et puis en parallèle, on commence à dire: «Bah, voilà, il faut qu'on accélère notre levée de fonds, on va pas attendre mai, il faut qu'on aille plus vite» et donc là, en fait, on a eu de la chance, on a
un entrepreneur qui nous a dit écoutez, moi, votre produit a l'air sympa, et donc j'ai envie de vous rencontrer. Donc on le rencontre début 2022, en janvier. Et là, on cherchait 250 000 euros de capital, d'augmentation de capital à faire, qui derrière en plus nous faisait les bons effets de levier. Alors on était sur du 0,5 pour 1, donc ça nous faisait une levée de 300 ou 350 000 euros, mais ça nous redonnait de la fraîcheur pour aller chercher une plus grosse levée de fonds après. Et il l'a mis. Non, il l'a pas mis. Ah, ok. Alors, Spoil. juste parce que à chaque fois, je comprends parce que c'est comme ça que toi tu l'as vécu, mais les auditeurs pour eux, tu sais, ils sont un peu perturbés. Tu nous dis ouais, il y a un entrepreneur que je connaissais, que j'ai rencontré, Business Angel, pour mettre 250 machin. Il sort d'où ce mec? Depuis quand tu le connais? Même s'il m'est pas, tu vois, c'est ça qui Ouais. m'intéresse. Tu vois, c'est ça que je me rends compte, c'est ce mec-là que tu rencontres début 2022, qui potentiellement peut mettre 200 000 dans ta boîte. Comment tu l'as rencontré? À quel point il te connaît bien? Et pourquoi il a pas mis d'ailleurs? Alors, comment il nous a connus? Il nous a connus à travers la presse locale, pour le coup. Ok, Parce qu'une start-up qui naît dans un petit village comme ça, sur le territoire de Roanne, ça n'arrive pas tous les jours. c'est assez what the Donc fuck, ouais. on a eu un petit peu de médiatisation qui nous a permis, du coup, dans les réseaux d'entrepreneurs, ils en ont parlé, et puis c'est revenu jusqu'à ses oreilles. Et en fait, c'était un industriel qui était vachement complémentaire à notre produit, puisqu'il proposait de la caisse enregistreuse. Ok. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc il avait aussi derrière tout un intérêt à potentiellement travailler avec nous pour pouvoir apporter quelque chose d'un peu plus complémentaire à son activité. Et pourquoi il a pas mis? Écoute, c'est une raison qu'on n'a toujours pas élucidée. Tout ce que je sais, c'est qu'il nous a Ok. planté un 2 août et que ça nous a fait très très mal, parce que il y a 10 jours avant ce 2 août, il nous disait encore que c'était bon pour lui. Et donc là, laisse tomber. Moi, j'ai dû avaliser des bons de crédit rapide. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom. C'est des prêts ultra court terme que tu dois rembourser 2 mois après que tu les as Ah pris à la oui. banque. J'ai perdu le nom de la notion bancaire, mais enfin voilà, le concept est simple. C'est la banque te prête 20 000 et tu dois rendre 20 000 plus les intérêts au bout de 2 mois. Ouais. C'est pour C'est de l'avance de trésorerie en fait. C'est quand ouais, il te paye du chiffre c'est un, d'affaires que t'as pas encore. c'est un billet à ordre. Non, parce que même pas, il regarde pas ton chiffre d'affaires. Ok. La caution, c'est toi perso. Ok. Voilà. Attends, mais Donc du coup là on voilà. passe mais tu tiens grâce aux 40 000 que t'as de subvention. Tu croises un investisseur qui dit qu'il potentiellement va mettre 250. Tu parlais avec d'autres investisseurs jusqu'à août là, parce que tu me dis plante en août, mais tu parlais qu'avec lui. Ouais, alors c'est vrai que j'ai un petit peu brûlé les étapes, mais en fait en mars on le revoit, il nous dit go, c'est bon, parlez plus avec personne, on y va. Ouf. Et Pire là j'ai conseil dit du monde. C'est pire conseil du pire. monde ça. Donc nous en fait, moi tu vois, quand je serre la main à quelqu'un, que droit dans les yeux, et qui me dit ça, enfin ça a beaucoup de valeur, parce que là en plus il habite, enfin c'est un mec qui habite à côté de chez nous, enfin voilà quoi, il y avait moyen que voilà, ça serait un peu gros, parce que un jour cette histoire se retrouverait dans un podcast comme le tien. Mais c'est pas cool. Franchement, enfin, je sais pas. Genre, moi, je veux bien l'avis de tous les investisseurs qui nous écoutent. Business Non, mais je Angel et sais que tout. on a fait la plus grosse erreur de notre vie, mais c'est une erreur Non, qu'on n'a pas mais en répétée. fait, je vois même pas l'intérêt pour lui parce que, enfin, moi, en gros, un mec qui dit ça, en fait, la prochaine fois, faut lui répondre, et pas de souci, je parle à personne le jour où il y a l'argent sur mon compte en banque. Mais vraiment, quoi. Ouais, alors nous on a Non, voulu mais, travailler dans une relation de confiance, et ça nous a fait voilà, c'est ce qui est arrivé a dû arriver, donc non, mais même au-delà de la confiance, regarde, dans un épisode, tu vois, il y avait un mec qui s'appelait Sacha Koubi. Je sais pas si tu l'as écouté cet épisode, je crois que c'est l'épisode 3 ou 4. non, j'ai plus écouté. Il nous dit qu'il a un fonds suisse, qu'il a rencontré en vacances, pote de pote et tout machin. Le Ouais. mec est ultra chaud, c'est le gérant du fonds qui est ultra chaud pour mettre et tout. Ils font un rendez-vous, il les écoute à peine, il dit dans tous les cas, moi je veux mettre, donc je veux mettre. Ce mec-là a des liquidités dans la crypto et en décembre FTX sombre. Et il leur dit, là je peux plus. Donc ça n'a rien à Ouais. voir avec le fait, tu vois, tu vois, c'est ça le truc, c'est que il y a des raisons. Je connais pas ton industriel et je veux pas le blâmer, tu vois. Il a plein de bonnes raisons de pas avoir pu investir. Par contre, c'est criminel de vous avoir forcé à parler avec personne, je trouve, parce que du coup, si jamais il vous disait non, vous étiez dans la merde, quoi. En fait, nous, l'erreur qu'on aurait dû faire, c'est à ce moment-là, c'est ok, vas-y, tu signes LOI tout de suite, on n'en parle plus, quoi. Mais même une LOI, Sacha, il leur avait fait signer une LOI. Ouais, mais il a plus En fait, liquidité, quoi. Ça, c'est pas forcément Pour le coup, il avait, en août, pour notre investisseur, il avait toujours les liquidités. Enfin, on savait qu'il les avait toujours.
Enfin, Roanne, tu c'est un petit penses, village. pas Oui, t'as non, pas je accès à suis ses pas que relevés ça à son bancaires. compte, donc oui, mais S'il faut, il il lui est les arrivé. avait sur les avait. Ah, Il a racheté une boîte début 2023. Il les avait. je sais pas. Après, en tout cas, tu sais, des fois, il y a peut-être des bonnes raisons. Qui vous l'ait pas dit, ça, s'il a le droit, il y a peut-être des bonnes raisons. Moi, ça me dérange pas qu'il ait pas investi. Ça me dérange pas, même s'il avait de l'argent. Par contre, ce qui me dérange, c'est il vous ait dit de parler à personne, quoi. Parce que ça, je trouve que c'est un bad move, quoi. Donc, tu te retrouves Ah oui. août, t'as plus rien. Putain, en plus, août, c'est les vacances en plein milieu. Ah ouais, ça galère, hein. Voilà, donc en fait, on avait rendez-vous chez son avocat pour un petit peu discuter des dernières clauses du pacte d'associés, tout ça. Donc on était quand même vachement avancé hein, dans les steps d'une levée de fonds. Et finalement, 10 minutes avant d'y aller, on reçoit un appel, je viendrai pas. Mais ok, d'accord, pourquoi? Et là, impossible d'arriver à avoir une discussion en face à face où, franchement, on habite pas, enfin, il habitait à 10 minutes d'où on était, donc il venait, on se posait en face à face, on discutait. Donc, on n'a jamais eu une raison claire et nette, à part nous avoir sorti que la stratégie commerciale n'était pas forcément alignée avec ce que lui pensait, mais cet argument-là, je ne l'entends pas, parce que quand tu parles avec 9 mois avec une personne, enfin 8 mois là pour le coup, c'est déjà des sujets qui sont abordés depuis un moment en général. Mm. Donc on Non, a tourné à faible mais régime en fait pendant. Pour moi, 2022, c'est limite une année qui ne devrait même pas exister dans Hugo parce que le produit il a très légèrement avancé. La levée de fonds nous a pris 80% de notre temps avec ma femme. Donc finalement, quand les deux fondateurs qui sont en train de chercher de l'argent, ils font rien d'autre. Donc commercialement, on ouais. n'a pas avancé. Le produit, il a pas forcément super évolué. Ça dure, on s'était en plus l'époque on intégrait OpenAI, donc c'est les grosses évols, c'était plutôt aux alentours de l'intégration d'OpenAI. Mais sinon, je trouve que pour moi c'est une année limite, elle n'aurait jamais dû exister pour la boîte. Ok. Et du coup, bon, il t'a pas donné la raison. Il est pas obligé. Voilà. Ça, il a Il pas est le pas droit. Ça, il obligé. est pas obligé. Et du coup, tu fais quoi après? Et du coup, là, on était pour parler en plus de parce que ce tour de table devait réunir lui et la CCI Capital Croissance, qui est un fonds lyonnais qui est géré donc par la CCI Saint-Étienne, Lyon, Roanne. Et donc à ce moment-là, finalement, eux ont continué à nous soutenir, donc ils n'ont pas apporté grand-chose. Et d'ailleurs, le deal n'est pas forcément il n'est pas forcément. Enfin, ils nous ont apporté beaucoup, hein, pardon. Je sais pas ce que je veux dire. Ils nous ont apporté beaucoup, mais c'est pas grand-chose sur le montant. C'est un compte courant de 20 000 euros et une action. Ouais, mais là, t'es à 1000 balles près, quoi. Je suis à 1000 balles près, carrément. Je suis à 1000 balles près. Et en fait, 20 000 balles de compte courant bloqué pendant 3 ans, c'est des quasi-fonds propres. C'est des quasi-fonds propres, donc tu peux actionner des leviers de financement derrière. Ok. Donc là, on s'est regardé avec Amandine. On a dit, bon, il faut qu'on fasse un plan pour se mettre bien, parce que là, c'est pas la meilleure des périodes. Clairement, c'est pas du tout la meilleure des périodes. Notre moral, il est au fond des baskets. Là, on est le 2 août. De toute façon, tu veux parler à un fonds d'investissement, un investisseur en 2 août, ça n'existe pas. Ils sont tous Faut- à la plage ou au ski ou ils sont pas là. Mais il y a une opportunité à créer, un fonds d'investissement qui n'investit qu'au mois d'août. Génial. Voilà, J'avoue. En fait, déjà, si t'es après, ça, c'est le truc. Je vois passer plein de mèmes là sur Instagram aussi. Tu sais, c'est la différence entre les investisseurs européens et américains. Et en fait, les investisseurs, la blague, c'est que les investisseurs américains, ils sont toujours dispo, ils répondent tout le temps, même quand ils sont en vacances, etc. Et les investisseurs européens, ils te chient dessus parce que il est 17h, il est 16h, c'est vendredi, ils ont fini, pourquoi tu les déranges et tout. c'est Je la sais pas si culture. c'est comme ça, en vrai, c'est la culture, quoi. Je Mais pense que c'est la peut-être qu'un fonds culture. d'investissement qui travaille que en juillet et août, ça pourrait être drôle, ouais. Et tout le reste de l'année, par contre, ils sont indispo. Ils peuvent Non, pas répondre. indispo. Ils s'occupent des startups dans lesquelles ils ont investi en juillet et en août C'est pour ça. avoir un vrai suivi de board. Non, mais il y a un concept. Trêve de plaisanterie, du coup, on en était au voilà donc Septembre. la septembre où la CCI finalement accepte de quand même faire partie du tour de table toute seule puisque le deal c'est quand même qu'elle venait avec quelqu'un. Du coup, nous apporte un compte courant bloqué de 20 000 euros, un accompagnement grâce à son accélérateur Novacité qui est sur Lyon. Donc nous avec Amandine on se pose et on dit voilà c'est 20 000 euros, faut qu'on les transforme en 100 000. Si on a 100 000, on tient jusqu'à avril 2023. Ok. Et finalement en fait tu prends une bouffée d'air de quasiment un an quoi. Tu te dis 20 000 balles, donc comment aller trouver 70 000 balles en n'ayant que 20 000 de quasi fonds propres? Et Love là du coup Money, banque. du tout.
on a hâte de filer du pourceau de notre gâteau. Notre gâteau, de toute façon, il est en train de moisir là, donc ça sent pas bon. On va pas aller, c'est pas le moment d'aller discuter de valorisation avec notre état financier, quoi. Bref. Et du coup, on va très clairement se retourner vers notre banque qui nous dit, bah écoutez, moi, je leur dis, j'ai besoin de 30 000 euros. Ils me disent, ok. Donc là, on a un go de la banque en octobre qui nous dit, je mets 30 000 euros de plus. Donc on a 20 000 plus 30, ça fait 50. Et le dernier, bah, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a un programme qui s'appelle Startup Go et qui Ok. nous ont permis de venir ajouter 50 000 euros supplémentaires sous forme de prêts. Qu'ils ont, pareil, toujours, ce sont des prêts qui n'engagent aucune garantie personnelle, hein. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai aucune garantie personnelle sur aucun des prêts du Go. Ça, Même c'est la banque à 30 000 là? même la banque à 30 000. Moi, j'ai toujours réussi à me retrouver avec des garanties qui soient soit BPI, soit le fonds garantie européen. Mais jamais, si vous êtes entrepreneur et que vous écoutez ce podcast, jamais ne prenez des garanties sur votre tête perso parce que ça peut vous tuer votre vie. En plus, si demain votre activité pro s'arrête, ça peut aussi vous tuer votre vie. Ne le faites pas. Je suis bien d'accord et en plus surtout que c'est frustrant. Moi tu vois, une expérience perso avec mon ancienne boîte là. Je vais pas nommer la banque. Bref, il y a une banque qui me dit ouais, on peut vous octroyer 200 000 euros de crédit Ouais. pour la boîte, au nom de la boîte, pas à mon nom, hein, au nom de la boîte. Mais il faudrait que vous soyez caution personnelle, vous, Arnaud Huvelin, de 50%. Ça va, 100 000 balles. Je suis en mode ah ouais putain c'est chaud et tout quand même. Je suis passé par une agence et eux on peut les citer. Ils s'appellent Start to Scale de Joshua Novakovsky, super agence. Et ben eux ils vont chercher de la dette bancaire pour les startups. Tu vois. Ok. La fille qui était en charge de mon dossier a contacté mon banquier et lui a expliqué où aller chercher les garanties pour pas que je sois caution personnelle. Ouais, mais c'est Le délire, clairement. quoi. Elle lui a dit, il n'y a pas besoin que ce soit caution personnelle, Arnaud. Regarde, tu vas chercher le FEDER, machin, etc. Le prêt, il est garanti à 100%, pas de caution personnelle. Il a bégayé, il est en mode, ah bah. Donc, c'est vrai que tu te fais facilement avoir par ton banquier parce qu'il le sait pas et parce que pour lui, c'est plus simple et ils vont te dire, oui, mais nous, ça nous rassure que le dirigeant, il soit aussi impliqué. Non, qu'ils aillent se faire très profond parce que eux, ils mettent pas leur vie en jeu. Et si jamais ça merde, c'est toi qui meurs, alors qu'il y a plein d'organismes qui garantissent ces crédits-là, qui sont pour aider les entrepreneurs. Donc Payé c'est par même nos impôts. payé par nos impôts, exactement. Donc je pense que c'est criminel. Et bon, je vais pas passer un gueulant auprès des banques parce qu'ils n'en ont pas fini, mais en tout cas, il faut faire attention à pas se faire avoir. Je suis d'accord avec toi. C'est ça, et puis alors souvent, nous, tu vois, on a eu de la chance parce que c'est derrière, on a la Banque Populaire du Sud, Innovation, donc agence innovation, sait faire ce genre de choses sans que tu aies besoin d'aller leur dire comment il faut faire. Donc c'est assez appréciable. Pour le coup, Crédit Agricole, chez qui on est maintenant aussi, c'est pareil. Ils sont assez de plus en plus matures finalement sur ces garanties pour l'innovation, parce qu'ils ont de plus en plus aussi ces grandes banques des référents innovation pour aider à Faut les trouver ces trouver, hein. garanties. Et ça, c'est top. Faut les Ouais, trouver parce que alors des c'est fois, pas tu par tombes, défaut, il faut le demander. Ouais, c'est pas par défaut. va pas voir ton banquier de ton agence du village, hein, parce que Non, lui, non, mais c'est pas clairement son pas. taf, hein. Non, on est absolument d'accord sur ça. Et ça dépend aussi des banques. Moi, tu vois, par exemple, je suis personnellement client du CIC depuis toujours. J'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit avec le CIC, malheureusement. Mon CIC, qui est à Montpellier, l'agence à Montpellier, n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit pour mes boîtes dans l'innovation parce qu'ils sont pas staffés, C'est pas le même métier. formés pour ça. Voilà, c'est pas du tout le même métier. Et finalement, en interne, ils ont pas. Alors peut-être que ça a changé depuis parce qu'on voilà, on est en 2023 et que ça va de plus en plus vite, l'innovation et tout ça, et on est encouragé par le gouvernement à innover de toujours plus et encore plus. Donc j'espère que ça va changer dans les années, qu'on n'aura plus besoin d'aller leur dire qu'il faut prendre un FEDER ou un FGE ou une garantie BPI. Ou alors, il faut aller chercher des banques qui savent faire, quoi. Et c'est pour ça que Voilà. moi, je conseille de se faire accompagner, tu vois, des trucs comme Start to Scale, il y en a plein, Ah des bah trucs qui existent clairement. comme ça, là. Il faut se faire accompagner. Ils prennent un fils, mais au fait, ils le font tellement bien que c'est extraordinaire, quoi. Du Mm. coup, tu récupères 100 000, en fait. Donc, t'es 100 bon 000. jusqu'à avril 2023. Voilà, jusqu'à la levée de fonds actuelle, puisqu'en fait on l'a annoncé en septembre, mais elle est clôturée depuis mai. Et puis bon, c'est différents communiqués de presse en juin, c'est peut-être pas la bonne idée. Puis à ce moment-là, il y avait les émeutes et tout ça, donc notre conseil presse nous a dit non, attendez septembre pour faire la communication, ce sera beaucoup mieux. Donc, pour vous raconter un petit peu comment s'est passée sa dernière levée de fonds, elle s'est super bien passée. Pourquoi ? Parce qu'on a été carrément bien préparé par plusieurs personnes, notamment un entrepreneur rouennais qui s'appelle Denis Mora, qui a créé Bisous à Denis. voilà, bisous à Denis, et ses équipes, parce qu'il n'était pas seul à nous accompagner.
qui nous a accompagnés, qui nous a aidé un peu à se dire, ok, parce que vous arrivez, en fait, c'est peut-être pas plus mal, parce que cet industriel, comment il vous aurait traité après, enfin, est-ce que vous aurez été aligné, donc ils nous ont un peu Mais pris oui, à prendre le bon de notre malheur, même si ça nous a fait du mal, même si on n'a pas pu garder des alternants qu'on aurait voulu garder, même si notre business plan de 2022 n'était pas le même qu'aujourd'hui, il sera pas le même que celui d'après-demain, parce qu'on sait qu'un business plan, c'est tout le temps en train d'évoluer. Enfin, voilà, il nous a permis de prendre du recul sur ça. Également les équipes de la CCI, puisque à un moment donné, ils étaient aussi dans notre soutien, hein, ils étaient dans le même bateau que nous, entre guillemets, donc voilà, il fallait que, bon, même si pour eux, 20 000 euros, c'est une somme insignifiante, mais voilà, il y a l'image d'eux. Et donc, c'est un petit peu ces deux acteurs-là qui nous ont bien préparés, on a complètement revu le deck, on s'est vu plein de fois, on a commencé à établir une vraie stratégie de levée de fonds, comment on va faire, etc. c'était quoi du coup la vraie stratégie contrairement à avant? C'était quoi la différence? La vraie Les go- stratégie, déjà, c'était pas de dire oui avec quelqu'un droit dans les yeux que ça serait bon, quoi. Déjà, d'apprendre des erreurs, tout simplement. J'ai envie de dire, c'est de mettre en avant aussi un peu mieux Hugo parce qu'on le présentait mal, finalement. Hugo, ça a pivoté 1 ou 2 fois avant d'être ce que c'est aujourd'hui, hein. Au début, on était juste qu'un simple éditeur de site internet, tout début, dans les prémices. Ensuite, on a été un éditeur de site internet créé par de l'IA, sauf qu'on n'avait pas l'IA. Donc, on a dû se dire qu'on allait faire un programme de R pour pouvoir arriver à ça. Alors, finalement, on a trouvé OpenAI qui nous a permis un peu, qui était notre pépite d'or. Puis plus d'autres acteurs de l'IA, hein. On n'utilise pas qu'OpenAI aujourd'hui dans Hugo. Derrière, après, c'est devenu un outil qui faisait aussi du click and collect. Et puis finalement, quand tu parles avec un commerçant, aujourd'hui, il n'a pas envie d'avoir 1000 interlocuteurs pour 1000 problématiques numériques. Donc, on s'est C'était dit, le RP voilà, des petits commerçants, quoi. voilà, exactement, il faut qu'on devienne le RP des petits commerçants. C'est ça notre cheval de bataille. Et du coup, tu t'es bien fait préparer. Et là, tu sais, t'es parti en roadshow, rencontre avec des business angels, des VC. T'as ciblé quoi? Alors là, l'histoire est intéressante. Donc en janvier 2023, notre deck est prêt. Tout le monde nous dit allez, vous êtes prêts, vous pouvez y aller. Là, vous allez. On avait 4 mois. On avait 4 mois pour tout réaliser. C'est chaud, Ouais, hein? c'est chaud, hein. C'est chaud, mais c'est pas infaisable. Et puis derrière, si tu commences à avoir des lettres d'intention, t'as quand même les banques qui suivent et qui te font des avances pour le coup sur levée de fonds. Donc ça nous semblait ok, risqué, mais enfin bon, par rapport à ce qu'on avait vécu, on aurait dû couler en septembre, quoi. Enfin, Hugo Ouais, t'avais aurait déjà vécu le pu. pire. C'est ça, on a déjà vécu le pire en fait. Donc en janvier, on commence avec la CCI qui donc avait dans son programme d'accompagnement qui était géré par Guillaume, qui est donc plus à la CCI d'ailleurs, Guillaume. Mais Guillaume de la CCI nous a préparé un roadshow avec des VC locaux pour le coup. Et donc on commence 1 rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous. Et là je me dis non, mais Hugo n'est pas fait pour des VC. C'est pas possible. Ils ont pas du tout notre point de vue marché parce qu'en fait ils ne connaissent pas du tout notre marché. Les VC avec qui on discutait ne connaissaient pas du tout notre marché, les commerçants. Ils étaient jamais en fait à aller discuter avec un kebabier. En même temps, on s'amuse souvent à discuter avec son kebabier, non, je crois pas. Est-ce qu'ils vont même manger un kebab, ces VC-là? Moi, si, c'est des gens simples, mais j'ai l'impression qu'ils avaient une mauvaise connaissance de notre marché, qu'ils avaient du mal à croire à notre all-in-one, le fait qu'aujourd'hui, finalement, tu as beaucoup de produits qui sont ultra Spécialisé, niché. verticaux, voilà, c'est ça, et finalement, nous, on arrive avec un produit qui est horizontal, quoi. T'es en train de dire, putain, on revient dans les années 2000. Bah ouais, mais en fait, c'est aujourd'hui les gars, ceux qui foutent de l'argent dans les logiciels verticaux, c'est ceux qui sont en logiciels horizontaux. C'est Cegid qui fout des billes dans des petites startups, hein. Enfin, faut se le dire, clairement, hein. C'est clairement enfin, on y revient, finalement, hein. Regarde, je prends un PayFit. PayFit, au début, il faisait que de la paye. Bah, maintenant, Aujourd'hui, c'est... voilà, ça s'élargit. C'est en train de devenir un Ah, vrai SIRH. ça dépend de ton marché, ça dépend surtout de ce que veulent tes clients, de ce qu'ils ont l'habitude C'est d'utiliser, ça. etc. C'est quand t'as des clients qui sont ultra équipés en termes de SaaS, bah, ils vont pas chercher un truc complet, ils vont peut-être chercher un truc ultra niché parce qu'en fait ils ont déjà toute une suite de logiciels et il leur manque un endroit où ils veulent optimiser. Et quand t'as un kebabier comme tu dis, il a 0 logiciel de caisse, il a rien, il a peut-être créé une page Google ou peut-être un compte Facebook comme ça. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est que tu gères tout pour lui, quoi. C'est pas son taf. Exactement. Lui, il fait des kebabs, il fait pas des sites internet.
Et ça, les VC, j'avais du mal à. Enfin, ils avaient du mal à le comprendre, donc. C'était pas leur thèse. Tu C'était rencontrais pas pas leur les. thèse, je sais pas, mais je sentais que c'était pas la bonne piste qu'il fallait qu'on prenne, et finalement, je me suis pas trompé, parce que si on n'a pas levé avec des VC. Donc, on a continué à faire, donc on a fait une vingtaine de jours, donc genre du 20 janvier au 10 février, on a fait des calls comme ça. Et au 10 février, je dis à Guillaume, écoute, je pense sincèrement que les VC, c'est pas fait pour nous. Désolé aux VC qui nous écoutent. Non, ils seront contents, ils arriveront après. Eux, ils le savent. T'es aussi dans une phase où t'es early. Et Oui, donc, voilà, du il y a coup, le t'as pas concept du prouvé ton early. marché. Un VC, il n'investit pas dans ces N'investit plus. phases-là. Mm. N'investit plus, parce qu'à l'époque, ils le faisaient, maintenant, ils le font plus. Mais ok, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, on se tourne plutôt sur une stratégie réseau Business Angel. Et finalement, c'est à partir de là qu'on commence à rencontrer un entrepreneur à succès du territoire ligérien, 2 entrepreneurs, 3 entrepreneurs, 4 entrepreneurs, 5 entrepreneurs. Ils se connaissaient tous? C'est des intros qui sont faits entre eux ou? Pas du tout, c'était par les différents réseaux. Alors ça peut être par les réseaux initiatives ici locales, ça a été par des gens qui connaissent de jeux machin, par la Le French réseau, le réseau. Tech, voilà, c'était que du réseau, et c'est là où je dis à tous les entrepreneurs, le réseau c'est trop important. C'est quelque chose à travailler. Alors des fois on a l'impression de juste brasser du vent, mais en fait on brasse pas du vent quand on se crée un réseau, on se crée vraiment voilà, des gens qui sont là. Alors l'idéal c'est de trouver des gens qui sont là pour les mauvais et les bons moments, mais c'est pas toujours le cas. C'est des gens qui sont là que pour les bons moments, mais voilà. Ouais, mais tu Le sais jamais qu'on réseau, peut les utiliser, quoi. c'est ça. Et puis après, au-delà de ça, moi, le réseau, je trouve que c'est une aventure humaine. Et comme tu le sais, je dis auparavant, mais avant j'étais dans l'animation, et donc l'animation se fait forcément avec du social. C'est aussi une aventure sociale et humaine de discuter avec des gens qui ont des expériences à partager. Enfin, moi, j'adore discuter avec des gens qui ont des expériences à raconter. Et d'ailleurs, je suis une éponge, moi, ça. Hein. Quand tu me mets à côté, j'éponge tout, j'écoute, je prends les bons trucs, les mauvais trucs, je filtre. Enfin, ça va mille dans ma tête quand je discute avec des gens. Donc, on a discuté avec pas mal de monde en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6 business angels. Et en fait, ils nous ont tous dit oui. Ok, Voilà. trop bien. Donc, La préparation avait été fructueuse. donc la préparation a été fructueuse. On avait bien pitché avec Amandine. Et finalement, on avait beaucoup plus que ce qu'on cherchait. Donc Et ils ont tous mis 100 000 balles chacun. Non, même pas. Là est devenu un problème, et j'aime pas ce mot parce que c'est pas vrai, mais un problème de riche. C'est avec qui on va favoriser l'échange finalement. Pourquoi tu t'es pas tous pris? Pourquoi on les a pas tous pris? Parce que déjà, je déteste les tables de capitalisation qui font des romans. Et puis je préfère faire un board avec quelques personnes où voilà, on peut où on discute. Enfin, j'adore travailler de manière collégiale, mais il y a des limites que tu ne peux pas dépasser. Si après tu es genre 10 au board et que finalement tu mets 1 heure à parler d'un sujet, que c'était un sujet sur 10, quoi. Enfin, à la fin, tu passes 10 heures dans tes boards à juste discuter de pas grand chose. Donc je me suis dit aussi que les cycles de décision seraient beaucoup plus faciles avec moins d'investisseurs. Et du coup, on a pesé le pour et le contre de chaque investisseur. Donc, il y en avait qui souhaitaient venir juste pour mettre de l'argent, d'autres qui souhaitaient venir mettre de l'argent, partager des bons moments avec nous, nous apporter leur expérience d'entrepreneur, d'autres qui souhaitaient un peu plus s'investir, d'autres qui avaient carrément des synergies à créer avec nous. Du coup, on s'est tourné vers celui qui avait des synergies à nous apporter. Donc, Ok, donc tu en as choisi un sur les 5. on a choisi 2 du coup sur les 6. Sur les 10, pardon. 2 sur les 6. Donc, ces 2 personnes aujourd'hui, c'est tout à fait public. Donc, la première personne, c'est Florent Mercier, le fondateur de Pizza Cosy, la chaîne de pizzeria 60 pizzas, voilà, en France, qui finalement, la problématique qu'on lui a apportée, il m'a dit, mais putain, moi j'aurais eu Hugo au début quand j'ai créé ma première pizzeria, j'aurais été aux anges, quoi. C'est exactement ce qui me manquait. Aujourd'hui, il a la puissance pour pouvoir se payer un DSI et avoir plein d'outils très spécifiques pour chacune de ces problématiques métiers. Et c'est là où aussi on voit les limites de notre logiciel, qui ne peut pas aller aussi loin que quand tu as un DSI et de la capacité de pouvoir mettre en place pas les chaînes. voilà, les Ça, c'est chaînes. pas les Alors, chaînes. on vient d'en signer une ces jours-ci, donc pourquoi pas.
Ça dépend de la typologie de chaîne et ça dépend de leur stratégie, très clairement. Mais voilà, en tout cas, c'est faisable. On met une chaîne, c'est pas tout à fait une chaîne, ouais, c'est 19, une marque qui a 19 boutiques. Donc, je sais pas si on peut trop le mettre dans le. Bref. Et le deuxième associé, du coup, c'est Vincent Gallo, et donc surtout la société WIM, qui est la société mère de Webcam Group. Donc Webcam Group, c'est une agence digitale qui est à Saint-Étienne et Lyon et qui fait de la communication pour du grand groupe essentiellement, et qui et au-delà de ça, Vincent, qui est donc le fondateur de Webcam, maintenant et surtout a créé d'autres business. Il a une startup qui s'appelle Grap, je sais pas si tu as entendu parler. Il a cofondé, il a une autre startup qui s'appelle Preveo, qui est voilà pour digitaliser les commissaires de justice. Et donc c'est quelqu'un voilà qui a travaillé à l'époque pour le Ciseau. Alors, le Ciseau, c'est un peu plus connu pour le coup. Et il a été fondateur du Ciseau. Enfin, tout ce que je dis, voilà, ce sont des startups, et donc finalement son expérience nous attirait vachement. Les synergies à créer sont voilà le réseau qu'il peut nous apporter. Donc son associé aussi, Baptiste, qui est maintenant à la direction par contre de Webcam complètement. Il y avait des synergies à créer à la fois avec Flo qui a Pizza Cosy, parce qu'aujourd'hui il connaît très bien le monde de la franchise. Donc si demain on a envie de se tourner vers la franchise, on saura comment y aller. On aura juste puis bon, c'est un ancien, Flo, il a commencé avec une pizzeria, 2 pizzerias, et puis enfin une à 2 pizzerias, c'est carrément notre cible, quoi. Donc il sait de quoi on parle et il comprend très bien notre problématique, ce qu'on adresse. Il l'a vécu. Et pour la coup, Webcam, lui, eux, nous apportent derrière le réseau, aussi un bac de l'agence, parce que ça nous permet d'avoir aussi des graphistes à disposition. Notamment, il y a un des associés de chez Webcam qui est le directeur artistique. Il a complètement repris la DA d'Hugo là depuis qu'on est associé. Enfin, il nous fait des merveilles, quoi. Et c'est clairement des compétences qu'on n'a pas plus besoin d'externaliser, donc des coûts, etc. Enfin, c'est une vraie synergie, voilà, qu'on a pu créer, que les autres investisseurs qu'on avait en discussion nous auraient pas forcément apporté. Ils auraient pu nous apporter plus d'argent, peut-être, mais derrière, on aurait eu du coup besoin de dépenser potentiellement pour un graphiste, etc. Là, autant, ça permet de faire un peu un cercle vertueux. On sait avec qui on travaille, on crée une relation. On a des boards facilités parce que du coup, comme ils sont opérationnellement aussi certains engagés, donc je trouve que c'est beaucoup plus fluide dans le management qu'on a aujourd'hui mis en place depuis quelques mois. Quoi. Ouais, clairement. T'es content du choix, ça t'apporte. Du coup, vu que tu as relevé là, quand est-ce que tu relèves? Écoute, avec toutes les expériences, au début, quand on a créé Hugo, je me suis dit on va faire une pré-seed, on va faire une early, on va faire une pré-seed, on va faire une seed, on va faire une série A, on va faire une série B. Et en fait, j'ai plus du tout envie de tout ça. J'ai plus du tout envie de partir faire du roadshow. Je trouve que quand tu es sur ces époques-là qui sont ultra chronophages, clairement aujourd'hui, une levée de fonds, si vous vous lancez dans une levée de fonds et que vous écoutez ce podcast, c'est minimum 12 mois. Nous finalement, si on regarde la levée de fonds là qui nous a, même si on en a fait un bridge entre temps avec la CCI, etc., mais finalement on a commencé à chercher des sous en 2022 et là on a fini en avril 2023. Enfin, si on regarde un petit peu ça fait quand même 18 mois de délai. Donc j'ai plus envie de vivre, j'ai plus forcément envie de vivre dans les 18 prochains mois, ce genre de ça. T'as plus envie, d'accord, mais du coup tu peux ne plus avoir ce luxe de plus avoir envie? Eh bien, au lieu de se dire on fait une levée de fonds de 500 000 € et on va embaucher 40 personnes et on va accélérer comme ça, on s'est plutôt dit on va prendre cet argent pour aller chercher la rentabilité. Ok. Comme donc ça, là, après, on sera comme ça, après, soit on se bootstrap avec la croissance, soit après on retourne chercher des fonds, mais tu discutes plus pareil quand t'es rentable. Tu discutes plus pareil sur les valos, tu discutes enfin c'est carrément différent. Quand tu seras rentable, tu comprendras vraiment comment tu gagnes de l'argent, comment tu arrives à gagner de l'argent et comment tu peux faire croître ton modèle. C'est ça qui va intéresser, c'est ça qui va être le plus intéressant. Tout à fait. C'est à ce moment-là où tu pourras aller rediscuter avec des VC. Et c'est à ce moment-là où tu auras des discussions qui seront complètement différentes. Ouais, je suis carrément d'accord. C'était une super histoire. J'aime bien là, ce moment-là où le mauvais conseil de l'investisseur, parce que
On voit souvent les investisseurs comme des personnes en qui on peut potentiellement faire confiance, les prochains associés, etc. Mais ils peuvent aussi faire des erreurs. Ils sont pas tous des professionnels, donc ça a pas dû être facile à vivre pour vous, j'imagine. Mais en tout cas, c'est un bel apprentissage. J'espère que du coup, ça servira, tu vois, à d'autres pour pas refaire Ouais, cette alors erreur. c'était même pas un conseil, hein, quand on y revient sur l'investisseur de 2022, c'était carrément non, c'est bon, on n'allait pas discuter avec les autres, quoi. On est là, nous. Ouais, ouais. C'était plus qu'un conseil, enfin c'était limite, voilà quoi. Enfin, c'est Il fait était pour. convaincu, peut-être aussi lui, qu'il allait. Voilà. Bah après, moi quand je dis ça à quelqu'un, c'est pas enfin, moi si je dis oui à quelqu'un, c'est pas pour dire non 3 mois après, 4 mois après, enfin, ou alors Bah, avec bien une sûr. raison bien expliquée, bien établie, et j'essaie de pas foutre la Alors, personne dans la merde. Mais bon, ah, c'est mon point de vue et ma façon de faire. Je sais que c'est pas tout le monde, on n'est pas tous pareils. alors déjà, on n'est pas tous pareils. Et puis, tu vois, comme je te disais avec l'histoire de FTX, il y a des raisons, des milliers de raisons qui font que, tu vois, même toi, avec ta parole que tu voulais, ben, des fois, tu peux plus, quoi. Carrément. Je te remercie beaucoup pour ce temps. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a, ça serait quoi pour toi le plus gros conseil que tu as envie de donner à des entrepreneurs qui sont en train de lever des fonds là, sur des séries similaires à la tienne? C'est quoi pour toi le truc le plus important, le truc qu'il faut absolument qu'ils fassent avant, après, pendant? Alors moi j'aurais tendance à dire que lever des fonds, ça veut dire avoir des nouveaux associés. Parce que souvent, la levée de fonds peut être souvent interprétée comme juste une subvention, mais non, c'est pas une subvention, une levée de fonds, c'est vous prenez votre maison et vous l'ouvrez à d'autres personnes qui peuvent être donc enfin, qui sont très souvent sur des VC des inconnus, enfin qu'on ne connaît pas depuis très longtemps. Vous allez vous marier, donc choisissez bien la mariée. Le ou le marié? Le ou la mariée, ouais. Ok, j'adore. Merci pour ce conseil, Quentin. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, LinkedIn, YouTube, TikTok, où vous voulez. Je me ferai un plaisir d'y répondre et je pense que Quentin aussi. Et voilà, Avec je te plaisir. remercie encore, Quentin. Merci à toi, salut. Bonne soirée. Tac, tu coupes tout comme ça du coup ou...